Bien, merci. Qu'est-ce que je vous dis maintenant? D'abord que cette loi a un cheminement et que toutes les lois ont un cheminement, mais que celle-là est un cheminement. C'est pas une cas on peut faire comme ça et dans tel autre on peut faire comme ça. Elle laisse une part à la liberté et à la responsabilité. Elle essaye simplement, autour de ce cheminement, de répondre à trois impératifs. Au fond, elle dit simplement au malade, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière anormale. Ça correspond quand même à un certain nombre de questionnements que les patients renvoient à la société. Est-ce que parce que je suis en phase terminale de ma vie, je vais être abandonné? Est-ce que la société s'intéresse encore à ce cas-là? Est-ce que on va me laisser souffrir sous prétexte qu'on ne peut pas utiliser telle dose de tel produit morphinique parce qu'il serait écrit dans le Vidal qu'il serait toxique? Et en même temps, je ne vais pas au-delà du nécessaire. Tout ce qui est possible n'est pas souhaitable. C'est vrai dans la vie, c'est quelquefois oublié dans la médecine, où on a un peu tendance à faire tout ce qui est possible en pensant que tout ce qui est possible est souhaitable. Et en fin de vie, mais dans d'autres cas aussi, on l'a évoqué, le juste soin est excessivement difficile à porter. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Et qui doit être juge du trop et du pas assez? Dans cette démarche, il faut garder le doute à l'esprit. Mais en même temps, l'éthique est une démarche très particulière parce que à la fois je doute et en même temps j'agis. À la fois je ne suis pas sûr d'être dans le vrai ou d'être totalement dans le vrai, mais j'ai obligation d'action. Et cette obligation d'action, ça peut être aussi l'inaction. Si je fais rien, si je ferme la porte et que je m'en vais, c'est aussi une action négative, nulle, au sens arithmétique du terme, mais en tout cas c'est une action. L'éthique en même temps, la religion, elle révèle une vérité à ceux qui ont la foi, la morale, elle édicte des règles, l'éthique, elle s'interroge. Et je l'ai dit à Jean-Frédéric avant qu'il parle, qui est un adorable camarade député, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Dostoïevski dit dans Les Frères Karamazov, si Dieu n'existe pas, tout est permis. S'il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de morale. Et moi, je pense au contraire que si Dieu n'existe pas, rien n'est permis, parce que l'homme est totalement libre, est totalement responsable. Et il doit édicter le bien et le mal, le permis et l'interdit. Et comme nous sommes en charge de faire des lois qui sont laïques, eh bien, je me permets d'évoquer l'idée qu'on peut avoir une spiritualité non transcendante et que l'on peut avoir des lois qui sont valables pour ceux qui croient au ciel et pour ceux qui n'y croient pas. Et j'espère que nous avons produit, lorsque nous l'avons votée à l'unanimité, une loi qui était effectivement une loi laïque, qui correspondait à ce désir d'humanité. Ceux qui me connaissent savent que généralement je finis par une citation d'Ulysse qui rencontre Calypso, qui lui propose l'immortalité et qui refuse l'immortalité. Parce que Ulysse préfère être homme mortel que Dieu immortel, parce que le Dieu immortel qu'il serait lui ferait perdre la mémoire et lui donnerait un bonheur imbécile. Et donc Camus, sur ce sujet, dit « Nous avons oublié la fierté de nos limites et de notre fragilité ». Eh bien, justement, aborder le problème de la mort, qui est très difficile dans notre société, parce que c'est une société de la rapidité, de la rentabilité, de l'efficacité, du oui ou du non, du binaire. Eh bien, aborder la diversité, aborder la complexité, et accepter que cette diversité et cette complexité, combien vient de le voir, sur le témoignage toujours poignant de Madame Pierrat, eh bien, ça nous met dans une difficulté, dans une inquiétude. Si vous voulez aborder le problème de la mort et dire il va falloir faire simple, et il va falloir faire quelque chose qui est tranquille, comme ça on pourra décider sans se poser de questions, vous avez perdu. Parce que justement l'éthique est une inquiétude. Elle nous met en inquiétude, et c'est cette mise en tension et d'inquiétude qui justement nous permet d'aborder le problème avec humilité et peut-être aussi avec efficacité. Je voudrais aborder deux ou trois problèmes, en particulier celui du rapport Sicard. Oui, bien sûr,
j'ai écrit à la fin de La lumière du crépuscule que citait Paul Pirat tout à l'heure, j'ai fait une lettre à un ami partisan de l'euthanasie. Et elle lui dit, je sais bien qu'un jour ou l'autre, dans une loi, il y aura bien quelqu'un qui, dans une élection présidentielle, il y aura bien quelqu'un qui le mettra comme la xème promesse d'un projet de campagne. Et qu'à ce moment-là, dans l'indifférence quasi universelle, on se préoccupera plus de problèmes économiques et financiers, du problème du vivre ou du mal vivre, plutôt que du problème du bien ou du mal mourir. Et pourtant, ce problème est essentiel parce que, vous le savez tous, la mort n'est pas un aboutissement ou un passage. La mort, elle éclaire la vie. S'il n'y avait pas de mort, si vous rentriez dans un cinéma et qu'il n'y ait jamais le mot fin écrit, vous vous poseriez évidemment la question de dire, et qu'est-ce que c'est cette histoire? Et quel est son sens? Et qu'est-ce que je transmets? Et qu'est-ce que je fais à passer? Et le fait que nous soyons en situation de passer, c'est-à-dire de mourir, eh bien, nous permet de passer probablement des choses à ceux qui restent. Et donc, si j'osais une boutade, je dirais que finalement, la mort, c'est jamais moi, c'est l'autre. La mort, c'est celui que j'ai aimé qui est parti. La mort, c'est forcément soit le vide que je laisse, soit le vide que je ressens. Et dans ces conditions-là, comment je fais pour dire, voilà ce qui serait mieux pour lui? Parce que je ne le traduis toujours qu'à travers moi. Et donc ça nous me donne une humilité supplémentaire, parce que c'est pas parce qu'en très bonne santé, je vois un visage sur une télévision en disant, moi j'aimerais pas vivre comme ça. Et donc il peut mourir. Et il a raison de demander la mort. Mais est-ce que cette société qui est traversée par de grandes idées au fond, on a parlé tout à l'heure de vulnérabilité, puis on a parlé d'autonomie, de liberté. Au fond, comment concilier, puisque l'éthique, c'est un conflit de valeurs, c'est un conflit de valeurs bonnes. Il y a des gens qui vous disent l'éthique, c'est la morale contre la science. Ils n'ont rien compris. D'autres vous disent c'est le bien contre le mal. Ils ont encore moins compris. L'éthique, c'est le bien contre le bien. Et dans ce questionnement du bien contre le bien, comment trouver la voie juste? Bien, le bien, c'est ma liberté. Oui, ma liberté, c'est que je ne suis pas soumis à des règles de la part du corps médical, et qui varient en France, et qui varient non seulement par les structures, mais par les orientations, ou la culture, ou l'éducation de tel ou tel médecin. Le citoyen est quand même en droit d'avoir des lois qui s'appliquent partout, dans les mêmes procédures, et sur l'ensemble du territoire français. Et puis, cette liberté-là, cette autonomie, comment je la fais émerger lorsque justement il n'y en a presque plus d'autonomie? Comment je fais émerger un peu de liberté dans un patient qui est aussi réactionnel, ou celui qui a une maladie d'Alzheimer? Comment je le considère encore comme une personne humaine, alors qu'il y a si peu d'éléments qui me raccrochent à lui, parce qu'il y a si peu d'éléments que je peux lui transmettre et qu'il peut me transmettre. Et puis de l'autre côté, il y a la vulnérabilité. Est-ce que les personnes vulnérables ont diminué en dignité ou en intérêt, plutôt qu'en dignité, dans la société dans laquelle nous sommes? Est-ce que le fait, au fond, est-ce que la dignité décline avec nos forces? Est-ce que celui qui est tétraplégique a plutôt raison de demander la mort, alors que celui qui est paraplégique, on ne doit pas la lui donner? Comment définir cette protection de la vulnérabilité qui vient en conflit dans le débat sur le droit à mourir avec l'éthique de l'autonomie, éthique de vulnérabilité, éthique d'autonomie? Et si j'essayais de faire concilier au lieu d'opposer ces deux valeurs? Et donc c'est ça tout le débat. Oui, pour reprendre l'affaire Pierrat, le cas Pierrat, je me rappelle très bien Paul Pirat m'appelant le jour où la loi est votée. Je me rappelle très bien l'espoir qu'il avait de dire ces 8 ans vont enfin finir. Et je me rappelle aussi de ce garçon de 16 ans qui, dans une autre histoire, ne savait plus si son père était mort ou vivant et n'arrivait pas à en faire le deuil, alors qu'il était végétatif après un accident de moto, et que 4 ans après, la famille entière était suspendue à cette vie entre la vie et la mort. Il était plus vivant,
il ne le reconnaissait plus physiquement, il ne pouvait plus lui parler, il lui avait parlé pendant une période, mais là il sentait bien que la vie biologique purement maintenue n'avait plus de sens. Et puis, dans cette situation-là, finalement, la décision a été d'arrêter. Est-ce que d'arrêter, c'est arrêter? Est-ce que lorsque j'arrête un traitement parce qu'il me paraît disproportionné, inutile, lorsque j'arrête un traitement parce qu'il ne fait que maintenir artificiellement la vie biologique, est-ce que j'arrête? Les soins palliatifs, Aurèle l'a rappelé tout à l'heure, c'est en fait de dire, c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Eh bien, quand il n'y a plus rien à faire, il y a encore à faire. Je vous rappelle d'ailleurs que nous, les hommes, hein, depuis que nous sommes hommes, c'est-à-dire qu'on s'est levé sur nos pattes arrière, qu'on a opposé le pouce à l'index, qu'on s'est mis un peu à réfléchir avec notre cortex, on enterre nos morts. Ça veut dire qu'on prend soin de la vie après la vie. Pourquoi ne prendrions pas soin de cet espace qu'on appelle quelquefois l'agonie, mais qui est le moment où on sait que la mort va venir et le moment où la mort intervient? Est-ce que ce moment est inutile? Agonie, ça veut dire combat. Est-ce que ce combat est inutile? Il y a des moments où on peut se poser la question de savoir si il faut ne pas écourter l'agonie, parce qu'elle est quand même un moment d'échange. Mais en même temps, on se rend compte aussi que de temps en temps, on est dans l'épuisement de l'ensemble des gens qui attendent cette mort à la fois comme un soulagement et en même temps comme un acte, je dirais, d'affection. Si on ne se pose pas ces questions-là, on peut parler philosophie, on peut parler de tas de choses, mais on ne parle pas de la réalité de la mort médicalisée que nous avons mis en place et qui fait que, bien oui, vous allez mourir dans un hôpital, et oui, vous allez mourir parce qu'il y a un médecin à un moment donné qui va, après avoir réfléchi, après avoir discuté avec les proches et avec la famille, considérer que ce qui est mis en œuvre ne devient plus raisonnable, n'est plus raisonnable. Et que, puisque ça n'est plus raisonnable, il faut l'arrêter. Mais que cet arrêt des traitements n'est pas un arrêt des soins. C'est pour ça que, oui, bien sûr que le 37, c'est un PIRA écrit dans le code de déontologie. Comment imaginer que vous débranchiez un respirateur et que vous fermiez la porte en disant, de toute façon, dès l'instant où il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de souffrance. Donc, laissons faire les choses. Et oui, mais la mort, c'est l'autre. C'est celui qui regarde le mourant mourir. Et donc, nous lui devons, d'abord, à celui qui agonise et qui, dans cette vie finissante, la garantie qu'il ne souffrira pas, même s'il apparaît comme inconscient. On a souvent dit que les nouveau-nés ne souffraient pas, puis on s'est aperçu un jour qu'ils souffraient. On a dit que les grands vieillards ne souffraient pas, puis on a vu qu'ils souffraient. On a dit que les gens, et je le dis sous le contrôle de Louis Pubacé, en réanimation, n'entendaient rien, ne savaient rien. Et puis il y a eu des témoignages de gens qui disaient « j'entendais et je souffrais ». Et donc on doit garantir à cette personne à qui on a décidé d'arrêter les traitements qui maintiennent en vie, on lui doit de mettre les traitements adaptés, comme le dit l'article 37 désormais, depuis la révision de 2008 demandée par le Premier ministre à l'époque, et en même temps de mettre en place des traitements adaptés, sédatifs et antalgiques. Je ne me permets pas le risque que cette personne ait la moindre souffrance ou qu'elle ait la moindre angoisse dans la période qui la sépare du moment où j'ai décidé de ne plus la maintenir en vie au moment où effectivement la mort survient. Est-ce que j'accélère la mort en faisant ça? Non. Est-ce que ça l'accélère dans les faits? Peut-être. Est-ce qu'on doit accepter ce peut-être? Et est-ce qu'on doit raccourcir cette période? Je n'ai pas de réponse. Je dis simplement que aujourd'hui, il y a écrit dans la loi le double effet. Le double effet de saint Thomas d'Aquin. Et qui dit simplement que lorsqu'on fait une action bonne, il peut y avoir une action mauvaise. Et que là, l'action bonne, c'est soulager. L'action mauvaise, c'est raccourcir la vie. Mais en fin de vie, la qualité de vie ne prime-t-elle pas sur la durée de la vie? Nous l'avons aussi écrit et c'est dans la loi. Alors, si on arrive sur cette sédation terminale, les mots sont toujours ambigus et ne pas nommer les choses, disait Camus, c'est ajouter de la misère au monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sédation terminale? Eh bien, les soins palliatifs, son président peut témoigner qu'il y en a une définition précise.
que c'est, oui, atténuer la vigilance, jusqu'à aller jusqu'à l'endormissement et profond, pour faire en sorte de faire ce qu'on n'a pas pu faire par d'autres moyens. Soulager l'angoisse, soulager la souffrance, et le mettre en œuvre à la phase terminale de la vie. Est-ce que c'est un droit ou est-ce que c'est une opportunité seulement décidée par les médecins? Moi, je pense que c'est un droit. Je pense que à la fin de la vie, lorsqu'il reste quelques heures ou quelques minutes à vivre, ou même une semaine à vivre, eh bien, et que les médecins n'ont pas réussi, que la médecine n'a pas réussi à soulager, eh bien, le malade est en droit de demander à ce qu'on l'endorme, dormir avant de mourir. Dormir non pas pour faire mourir, mais dormir avant de mourir, pour que la mort survienne, comme nous l'espérons tous, le plus tard possible, pendant notre sommeil, parce que nous considérons tous que c'est la belle mort. Et là aussi, Jean-Frédéric Poisson a raison. Au Moyen-Âge, la belle mort était la mort qui était annoncée, prévue. On se préparait à répartir ses terres, à laisser un message, à se préparer à revoir Dieu ou à voir Dieu. Mais aujourd'hui, on aime bien partir discrètement, sans voir que la mort approche à pas de loup et surtout sans faire souffrir pendant le moment où elle approche. Est-ce que c'est très anormal? Est-ce que ça n'est pas éthique de dire qu'à un moment donné, comme le disait Sicard, la parole du citoyen, la parole du malade doit être mieux entendue? Comment se fait-il que 30% encore de nos concitoyens meurent en souffrant dans les dernières heures de leur vie? Eh bien oui, moi je pense que j'ai fait une proposition dans ce sens, qui va exactement dans la lignée de ce que je pense sur la sédation. C'est que lorsqu'on arrête un traitement qui maintient en vie, on doit sédater le malade profondément. Et ça, c'est l'article 37, et c'est dans la loi. Et je pense aussi que quelqu'un qui est en proie à une angoisse ou à une souffrance physique ou morale, en phase terminale, il a le droit aussi de demander au corps médical de l'endormir pour ne pas voir la mort arriver, pour ne pas subir la souffrance des derniers instants. Alors on peut en débattre, hein. Je n'ai pas de certitude sur ce sujet. Ce que je peux dire, c'est que, au fond, quelles sont les autres opportunités? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donner la mort. Donner la mort. Il y a 50 millions de personnes dans le Benelux, en Europe, qui, par rapport aux 450 millions d'autres Européens, ont choisi de faire une procédure qui va vers la mort. Si vous relisez bien le rapport Sicard, il vous expliquera que la loi n'est pas définitive là-bas. Et ça fait 29 fois que la Belgique élargit les critères aux malades handicapés, aux malades avec des problèmes psychiatriques, aux enfants. Et puisque c'est un droit et puisque c'est une liberté, pourquoi ne l'accorderions-nous pas à tout le monde? Et vous voyez que finalement l'espace s'élargit, et ce qu'on vous dit au départ, on va donner la mort mais de manière exceptionnelle et de manière bien encadrée. Mais ensuite on voit bien que le cadre bouge, puisqu'il y a toujours un cas qui ne correspond pas au cadre. Et Sicard dit bien que ça serait une illusion de penser qu'il y a une loi qui résolve tous les problèmes, parce que cette loi qui résolverait tous les problèmes, eh bien, continuerait à progresser dans la transgression. C'est quand même curieux qu'en Belgique, les gens à qui on donne la mort sans qu'ils l'aient demandé soient 3 fois plus nombreux que ceux qui le reçoivent en France. C'est une faute grave. Aucun pays n'a jamais dit qu'un médecin pouvait donner la mort à un malade sans qu'il le lui demande. Et quelquefois, on arrive même dans les journaux à voir qu'il y aurait presque une justification. Mais oui, mais on voyait bien, je lisais dans son regard, qu'est-ce que vous allez lire dans le regard de quelqu'un qui est en fin de vie pour lui donner la mort? Eh bien ça existe en France. Mais ça existe 3 fois plus dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie. Comme si l'autorisation de la transgression autorisait à une transgression supérieure à la transgression. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Pierre Dac qui disait lorsque les bornes sont franchies, il n'y a plus de limite. Et c'est un peu ça. C'est un peu comme si on disait vous pouvez y aller. Non, c'est légitime. Et c'est pour ça que Camus, quand il dit un homme, ça s'empêche, bien ça veut bien dire qu'il faut que nous soyons capables de fixer des bornes
tout en ayant la capacité d'appréhender l'ensemble de la diversité des situations. Après, il y a le suicide, et je termine par là. Je vois le regard pesant d'Emmanuel sur moi. Non, pas du tout, parce que c'était pas Camus, c'était son père. C'est pour ça que je regarde. Voilà. Donc, le suicide. Alors, il y a le suicide assisté à la Suisse. Je vous le déconseille parce qu'il y a quand même 30% de gens qui bénéficient de suicide assisté et qui n'ont aucune pathologie grave. Ils sont là de vivre. Je vous laisse penser ce que c'est une société qui dit quand vous êtes là de vivre et que vous avez accompli votre vie, eh bien on est prêt à vous accompagner dans un joli petit soleil vert qui fera que finalement vous n'aurez pas cette lassitude à porter. Et peut-être que la société passe aussi comme message, voyez bien que vous êtes de trop puisqu'on vous accompagne vers la mort lorsque vous vous sentez vraiment inutile et las de cette vie qui vous est imposée. Puis il y a le suicide Oregon. Alors le suicide d'Oregon, il y a un petit côté qui n'est pas déplaisant. C'est qu'il y a cette scission entre l'autonomie et la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la société. Elle porte secours aux plus vulnérables et aux plus vulnérables d'entre tous, ceux qui sont à l'approche de la mort. Et il n'y a pas de discussion. On ne donne pas la mort à ces gens-là. En revanche, l'autonomie, si je veux mourir, c'est moi qui le décide. Je ne peux pas être dans un droit créance, je peux être que dans un droit liberté. Je peux dire je veux mourir. Je peux même mettre fin à mes jours. Depuis 1792, ça n'est plus considéré comme un crime ou un délit. Et ça n'est pas incriminé. Donc, c'est une liberté individuelle. Pas une liberté que je demande appliquée par une société. Le droit créant, c'est de dire j'ai envie de mourir. Société, donnez-moi la mort. Le droit liberté, c'est de dire j'ai envie de mourir. Je mène une vie bonne. Je choisis le néant plutôt que la vie. Et donc en sortant, je vais me jeter dans la Seine ou je vais me tuer d'une autre façon. Donc vous voyez que c'est très différent en termes de société parce que dans un cas, la société protège effectivement le plus vulnérable et en même temps, elle laisse l'autonomie, c'est-à-dire la possibilité à celui à qui on donne le comprimé lorsqu'il a 6 mois à vivre et il le prend s'il veut et s'il veut, il ne le prend pas. Les médecins s'en sentent dégagés. Ce n'est pas eux qui donnent la mort, ce n'est pas les soignants. Néanmoins, une société qui arrive à dire « vous allez mourir dans 6 mois et je vous donne un comprimé, comme ça vous pouvez l'utiliser dans les 6 mois qui viennent », bien, il y a un cas dans l'Oregon où le malade a pris le comprimé 5 ans après. On ne peut pas dire que le médecin avait un excellent pronostic. Et ce n'est pas un reproche à lui faire parce que nous sommes tous dans des situations où, de temps en temps, on dit il y en a pour 3 mois, il y en a pour 6 mois. Et puis, il y en a pour 5 ans, fort heureusement. Quelquefois, d'ailleurs, on se trompe en sens inverse. On se trompe rarement quand on dit il n'y en a plus que pour 48 heures. Parce que là, il y a des signes médicaux de défaillance des viscères qui montrent que oui, on est rentré dans cette phase. Et c'est pour ça qu'à mon sens, on doit être plus libéral, entre guillemets, sur la sédation dans cette phase-là, parce qu'on sait qu'on n'ampute pas la vie et qu'on joue sur la qualité plutôt que sur la quantité, alors que donner un comprimé à quelqu'un, alors que les abacs de la statistique disent que sa maladie va l'amener à 6 mois de vie, je trouve que c'est très prétentieux de la part de la médecine d'être capable d'être aussi prédictive. Voilà les débats qui sont devant nous. Est-ce que nous avons, on va vous parler de courage, on va vous parler de conviction, mettons-nous en situation et posons-nous les bonnes questions. On n'aura pas toujours les réponses quand on pose les bonnes questions, mais en tout cas, on n'a jamais les bonnes réponses quand on ne pose pas les questions. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que on avance avec des certitudes en disant « je sais ce qu'il faut faire, regardez comme ça se passe bien en Hollande, regardez comme ça se passe bien dans l'Oregon, regardez comme ça se passe bien. » Oui, c'est pas un réflexe d'orgueil, je sais bien que la modestie, c'est la forme d'orgueil qui irrite le moins, comme disait le même auteur que j'évoquais tout à l'heure, mais très honnêtement, le fait que la loi française soit devenue la loi argentine, la loi brésilienne, la loi espagnole, que les directives qui se font chez les Britanniques sont presque des copier-coller. Le fait que finalement, le gouvernement espagnol qui avait promis l'euthanasie a fini par trouver exactement une copie-collée de la loi française, ça montre que passons des certitudes dogmatiques, politiques ou individuelles
à ce doute collectif qui doit nous faire progresser. Alors après, j'ai trahi la cause. Ça, c'est lui qui me le dit sans me le dire. Oui, cette loi qui est les tables de la loi, un jour j'ai dit qu'on pouvait la changer et je fais une proposition de loi qui modifie la loi. Donc, est-ce que je suis passé du côté obscur de la force ou je suis resté du côté clair du Jedi? Je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a quand même deux situations qui ont été aussi pointées par le professeur Sicard et que j'avais évoquées en son temps. Directive anticipée. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir ce contrat de confiance mutuelle entre un médecin et son malade qui consiste à lui dire non, ça on ne le mettra pas en œuvre lorsque vous arriverez dans cette situation? Est-ce que ce contrat moral ne peut pas être écrit? Est-ce qu'il ne peut pas être, entre guillemets, opposable, sauf si opposable, c'est-à-dire que le malade sait qu'il peut avoir confiance dans ce contrat qui dit « je ne vous prolongerai pas de manière anormale », mais qui le fait de manière précise, sur une maladie précise, avec un malade précis. Et que, bien sûr, si les circonstances doivent dégager de ce contrat, ce soit une collégialité qui le fasse, et pas un médecin tout seul. Et puis oui, je pense qu'un malade en fin de vie, en la phase terminale, lorsqu'il aura des antalgiques qui le calment insuffisamment, des sédatifs qui le calment insuffisamment, a le droit de demander à dormir avant de mourir. Et je pense que les médecins doivent le faire. Finalement, entre le sachant qui est debout et le mourant qui est allongé, il faut rétablir un équilibre. Il faut accepter que notre puissance médicale, souvent au service du sauver, du guérir, cette technique souvent triomphante, il faut accepter avec un peu d'humilité qu'elle puisse aussi être mise au service du plus vulnérable d'entre tous, qui va nous arriver un jour, sauf si nous mourrons de mort subite, qui va être que finalement, nous aimerions bien avoir une médecine à notre service et pas une médecine qu'on nous impose, dans la période dans laquelle, au fond, elle a avoué son impuissance, puisqu'elle sait qu'elle ne peut pas nous guérir et qu'elle ne peut que nous accompagner. Est-ce que ce n'est pas le malade à ce moment-là qui est le pilote de ces derniers instants, et dans une idée qui est une idée de fraternité qualitative, plus que de prolongation technique de durée de vie? Voilà les questions que je continue à me poser, que j'espère vous poser, et j'espère aussi que chacun aura à cœur de se les poser, non pas de manière politicienne ou dogmatique, mais avec cette interrogation. J'ai assez confiance dans l'idée que les imbéciles aux certitudes bien établies vont vaciller lorsque on entend des cas comme celui d'Hervé Pierrat ou d'autres que nous avons eu à traiter, confrontés à cette réalité qui fait que, oui, l'éthique, c'est aussi une pragmatique. Et donc, il faut aussi savoir décider en responsabilité et en liberté, et avec cette capacité de se baser sur des règles globales, mais avec un cheminement qui, à la fin, nous permet de dire, finalement, on a fait le moins mal possible. Parce que le jour où on nous dit, là-bas, ça se passe bien, je vois bien un film avec le lac canadien et la mort donnée dans les invasions barbares, où là, tout est parfait, presque c'est un bonheur de mourir. Eh bien non, la mort, ça fait pleurer, la mort, ça fait un vide, la mort, ça continue à être un passage extrêmement difficile et douloureux pour chacun d'entre nous, pour ceux qui restent comme pour celui qui s'en va. Si nous acceptons simplement d'être totalement solidaires dans cette période éminemment difficile, mais en même temps très éclairante, si j'ai appelé un petit livre « Le lumière du crépuscule », c'est parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de lumière dans ces moments-là, et qu'on comprend peut-être un peu mieux les choses, à la fois celui qui sont autour du mourant et à la fois celui qui est en train de finir sa vie. Voilà, merci de votre attention. Je prends un engagement à l'égard de Jean Leonetti. La prochaine fois qu'on le fait intervenir, c'est pour une nuit d'études. Donc on commencera à peu près vers 19h et on prévoira Je savais cafés. Non, mais pas du tout, au contraire. Parce qu'on l'écoute et on l'écoute toujours avec beaucoup d'attention. Et tout ce qu'il dit est suffisamment important pour qu'on ait besoin de développement. Donc il prend l'engagement devant vous toutes et vous tous, non, au contraire, de participer à une nuit d'études qu'on organisera
Maintenant que les jours vont être plus longs, on pourra se donner ce plaisir. Juste pour parenthèse, quand même, je ne suis pas journaliste comme Madame à M6, mais dans la proposition 21 de François Hollande, il n'est pas question du tout d'euthanasie, mais d'assistance médicale dans la mort. Alors ensuite, chacun y fait son interprétation, mais il a quand même été à plusieurs reprises à bien préciser que le débat qu'il souhaitait n'était pas un débat sur l'euthanasie. Il faudrait donc bien respecter la chose. La vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est assister une personne, parce que les soins palliatifs aussi, dans leur philosophie, apportent une assistance. C'était juste ce point que je voulais offrir, parce que je sais que Jean Leonetti est un homme livresque qui est très attaché à toutes sortes de réflexions philosophiques. Alors, je reprenais pour dire que c'était le père de Camus qui lui disait ça. Enfin, je veux dire, être un homme, c'est finalement savoir se retenir, se refuser un certain nombre de choses. Mais il y avait deux citations que je voulais faire. Une citation par rapport à ce qu'il disait de l'éthique de Heidegger, qui disait « Le questionnement, c'est la piété de l'esprit ». Et dans ce sens, on est dans un contexte laïque et pas religieux. Il y a une piété, effectivement, à se poser des questions et à assumer nos responsabilités. Et c'est ce à quoi on aspire dans la réflexion éthique. Puis il y avait une deuxième réflexion qui était celle d'un danseur qui disait, Dominique Merci, où commence la mort, où s'arrête la vie. Et c'est vrai que les situations de la réanimation des années 70 ont créé des zones nouvelles. Et il faut être inventif. Alors tout à l'heure, on parlait de révolutionnaire. En fin de compte, de nouveaux modes de rite, effectivement laïques, dans une société qui est une société finalement sécularisée. Comment être inventif, de nouvelles attitudes, de nouvelles formes de sollicitude, de nouvelles formes finalement d'approche de l'autre dans ces situations de vulnérabilité. Et on peut dire que de ce point de vue-là, le mouvement des soins palliatifs a induit une réflexion qui dépasse la sphère des soins palliatifs, puisqu'on parle du care, et pas uniquement en termes de soins médicaux, mais également de soins de la société, elle a besoin de care. Tout ça pour leur rendre cet hommage. Alors, j'en termine pour dire que Jean Leonetti, au moins, m'a évité d'avoir à m'excuser de dire qu'il n'y aura pas de discussion maintenant, puisque finalement nous sommes tenus par le temps. On est accueillis jusqu'à 21h. On a 3 interventions importantes, mais elle de 10 minutes. Lui, il nous a fait une intervention de 10 minutes, mais elle a une telle densité, son intervention, qu'elle a duré une petite demi-heure. Donc les autres, c'est promis, vont faire une intervention. Et si Jean Leonetti... Je ne ferai plus. Voilà, non, pas du tout, au contraire, au contraire. Et juste un dernier point dans l'allusion. Moi, j'étais pas pour la sacralisation de la loi Leonetti. Et ce que j'observe sur le terrain, c'est qu'entre la loi du 22 avril 2005 et sa mise en œuvre responsable par les professionnels, elle a énormément évolué. Il y a la tradition écrite et puis il y a la tradition orale qui s'est construite. Et c'est pourquoi, et force est de le constater, quelques années plus tard, on ne peut pas dire qu'il y a des affaires criantes aujourd'hui d'un point de vue public comme il y en a eu avant. C'est aussi quelque chose qui doit nous interroger. Et je trouve très péjoratif à l'égard de la communauté des professionnels qui sont investis finalement de responsabilité. Je trouve très péjoratif de dire finalement la loi n'est pas appliquée. Elle s'applique difficilement parce que c'est pas uniquement aux professionnels d'assumer cette responsabilité, c'est aussi à chacun d'entre nous de se dire par rapport aux directives d'anticiper, est-ce qu'on a envie vraiment d'y penser par rapport à la désignation d'une personne de confiance. Donc la loi, c'est pas uniquement les professionnels qui doivent la faire vivre, c'est aussi les citoyens. Donc il y a tout un travail aujourd'hui de pédagogie en termes de démocratie. C'est ce que je voulais dire. Et puis le dernier point qu'il ne faut pas évoquer, enfin oublier d'évoquer, puisqu'on a une proposition. Non, mais c'est l'histoire de la... Le grand malheur, c'est qu'il y a eu également une autre approche de la sédation, qui n'est pas uniquement la sédation terminale, mais certains éthiciens nous parlent aujourd'hui en France, à Paris, de sédation euthanasique. Et c'est vrai que c'est tous ces éléments qui créent de la confusion. On ne sait plus exactement où on se situe.